En 2025, l'économie spatiale mondiale a dépassé 630 milliards de dollars. Les projections les plus sérieuses, celles de Morgan Stanley, de la Banque d'Amérique et du Forum économique mondial, convergent toutes vers un même chiffre, 1800 milliards de dollars d'ici 2035. C'est presque le triple. Et au cœur de cette explosion, il y a un objet que l'humanité a ignoré pendant 50 ans. La Lune. Pas la Lune des poètes. Pas celle des astronautes d'Apollo qui y ont planté un drapeau avant de rentrer chez eux. Non. La Lune des ingénieurs, des financiers et des stratèges. Celle dont le sous-sol contient un isotope, l'hélium-3, estimé à 20 millions de dollars le kilogramme. Celle dont les cratères polaires abritent jusqu'à 600 millions de tonnes de glace d'eau, transformable en oxygène respirable et en carburant pour fusées. La question n'est plus de savoir si quelqu'un exploitera ces ressources. La question, c'est qui arrivera en premier. Et en ce moment même, deux hommes se livrent à cette course. Pour comprendre ce qui se joue, il faut répondre à trois questions. Premièrement, comment deux entreprises privées, SpaceX et Blue Origin, sont-elles devenues les acteurs centraux du retour de l'humanité sur la Lune, un projet qui relevait autrefois exclusivement des États? Deuxièmement, que valent réellement les ressources lunaires et pourquoi des investisseurs versent désormais des milliards dans des technologies d'extraction qui n'existent pas encore? Et troisièmement, quel cadre juridique régit l'exploitation de la Lune et pourquoi ce cadre divise le monde en deux blocs rivaux qui rappellent la guerre froide? Ces trois questions structurent tout ce documentaire. Chacune recevra une réponse documentée. Et chacune va probablement changer votre perception de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Un détail pour vous donner la mesure de l'enjeu. En février 2026, quand Elon Musk a annoncé vouloir construire une base lunaire et y installer un dispositif de lancement de satellites, Jeff Bezos a répondu en publiant sur les réseaux sociaux la photo d'une tortue, une référence à la fable d'Ésope. Le lièvre et la tortue. Le message était limpide. Pour comprendre cette rivalité, il faut remonter bien avant les fusées. Il faut remonter à l'argent. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. 600 millions de personnes regardent en direct. Le message envoyé à Moscou est clair. Le capitalisme peut accomplir ce que le communisme ne peut pas. Mais ce que personne ne dit à l'époque, c'est que le programme Apollo coûte 25 milliards de dollars de l'époque. En monnaie actuelle, c'est plus de 200 milliards. Et après Apollo 17, en 1972, plus personne n'y retourne. Pendant 50 ans, la Lune redevient ce qu'elle était avant. Un astre lointain, beau et inutile. Sauf que pendant ces 50 ans, quelque chose change fondamentalement. Le coût pour envoyer un kilogramme en orbite terrestre basse s'effondre. Il y a 20 ans, il fallait compter 10 000 dollars par kilogramme. SpaceX, grâce à ses fusées réutilisables, a ramené ce chiffre autour de 2 700 dollars. C'est une réduction de plus de 70%. Et cette chute des coûts crée un cercle vertueux que les économistes connaissent bien. Des lancements moins chers signifient plus de missions. Plus de missions signifient plus de données, de meilleures technologies, des économies d'échelle. Et soudain, des modèles économiques qui semblaient impossibles il y a 10 ans commencent à devenir viables. L'extraction minière lunaire, les stations-service en orbite, les télécommunications cislunaires, même le tourisme spatial. C'est dans ce contexte qu'Elon Musk fonde SpaceX en 2002, avec l'ambition déclarée de coloniser Mars. Et c'est dans ce même contexte que Jeff Bezos fonde Blue Origin en 2000, 2 ans plus tôt, avec une philosophie radicalement différente. La devise de Blue Origin est en latin « gradatim ferociter », pas à pas, férocement. Là où Musk avance vite et casse des choses, Bezos avance lentement et construit des fondations. Pendant des années, Blue Origin perfectionne sa fusée suborbitale New Shepard sans chercher à concurrencer SpaceX frontalement. Mais à partir de 2020, tout bascule. La NASA lance le programme Artemis. Et pour la première fois depuis Apollo, le gouvernement américain ne veut pas seulement retourner sur la Lune. Il veut y rester. Et pour y rester, il a besoin du secteur privé. Et pourtant, les archives montrent que le choix du partenaire n'avait rien d'évident. En 2021,
La NASA attribue à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour développer le système d'alunissage humain de la mission Artemis 3 en utilisant le Starship. Blue Origin, qui avait aussi soumis une proposition, conteste le choix. L'entreprise de Bezos dépose un recours officiel. Le recours est rejeté. Mais Bezos ne renonce pas. Il investit davantage, restructure son entreprise et, en 2024, décroche un contrat séparé pour une mission ultérieure, Artemis 5, avec son atterrisseur Blue Moon. 2 milliardaires, 2 fusées, 2 philosophies et une seule lune. Voici où l'histoire devient véritablement fascinante. En 2025, l'administrateur intérimaire de la NASA, Sean Duffy, déclare publiquement que SpaceX est en retard sur le développement de son système d'alunissage. C'est un aveu rare de la part d'une agence qui dépend de SpaceX pour la majorité de ses lancements. SpaceX réalise en effet 5 des 6 lancements américains. L'entreprise domine 60% du marché mondial des lancements de satellites. Mais le Starship, cette fusée géante de plus de 50 mètres qui doit servir d'atterrisseur lunaire, a encore des étapes critiques à franchir. La plus importante, le transfert de carburant en orbite. Le Starship est si massif qu'il ne peut pas rejoindre la Lune avec un seul plein. Il doit s'arrêter à un dépôt orbital pour être ravitaillé par d'autres Starships citernes. Cette technologie n'a jamais été démontrée à cette échelle. SpaceX a prévu un test pour 2026, mais la date dépend du déploiement de la version 3 du Starship, plus grande, plus puissante, capable de transporter 150 tonnes de charge utile. C'est à ce moment précis que Duffy ouvre une brèche. Il annonce sur une chaîne de télévision financière américaine qu'il va rouvrir le contrat d'Artemis 3 à la concurrence. Sa position est claire. Le premier qui peut nous amener sur la Lune, on le prend. Si SpaceX est en retard et que Blue Origin peut le faire avant eux, tant mieux pour Blue Origin. La réaction de Musk est immédiate et publique. Il s'en prend à Duffy sur les réseaux sociaux, mettant en doute ses compétences pour diriger la NASA tout en étant secrétaire au transport. Mais en coulisses, SpaceX accélère. L'entreprise publie une mise à jour détaillée, affirmant avoir atteint 49 jalons techniques sur son contrat, représentant déjà 2,7 milliards de dollars déboursés par la NASA. Elle a commencé à construire une cabine d'alunissage fonctionnelle pour les tests et l'entraînement des équipages. De son côté, Blue Origin ne perd pas de temps. L'entreprise ferme son programme de tourisme suborbital pour rediriger toutes ses ressources vers le programme lunaire. C'est un pivot stratégique majeur. Le tourisme spatial rapportait de la visibilité médiatique, mais le vrai argent est dans les contrats gouvernementaux à long terme. Le Blue Moon Mark I, un atterrisseur cargo de 8 mètres de haut, est en cours d'assemblage final en Floride. Il sera propulsé par le moteur BE-7, testé dans 3 États américains différents. Et Blue Origin a décroché un nouveau contrat de 190 millions de dollars avec la NASA pour livrer le rover Viper au pôle sud lunaire, là où se trouve la glace d'eau. Imaginez la situation comme une course automobile, où les 2 concurrents construisent encore leur voiture tout en roulant. SpaceX a un moteur plus puissant, mais un véhicule plus complexe à maîtriser. Blue Origin a un véhicule plus compact, plus conventionnel, mais n'a encore jamais atteint l'orbite avec sa fusée New Glenn. Le premier vol orbital de New Glenn a eu lieu en janvier 2025, avec un succès partiel. La rivalité entre ces 2 entreprises n'est pas seulement technique, elle est existentielle. Pour SpaceX, une introduction en bourse est prévue. Les analystes estiment la valorisation à plus de 1 000 milliards de dollars. Démontrer une capacité lunaire opérationnelle renforcerait considérablement la confiance des investisseurs. Pour Blue Origin, prouver qu'elle peut rivaliser avec SpaceX sur un contrat aussi prestigieux qu'Artemis justifierait des années d'investissement patient de la part de Jeff Bezos, qui injecte environ 1 milliard de dollars par an dans l'entreprise. On se rapproche de la réponse à la première question posée au début de ce documentaire. Mais avant, il faut comprendre pourquoi la Lune vaut une telle bataille. Voici ce que les données scientifiques et économiques nous permettent d'affirmer. La Lune n'est pas un caillou stérile. C'est un coffre-fort à ciel ouvert que le vent solaire remplit depuis 4,5 milliards d'années. Commençons par l'hélium 3. Cet isotope léger de l'hélium est pratiquement inexistant sur Terre.
La production terrestre annuelle se limite à quelques milliers de litres, issus principalement de la désintégration du tritium dans les arsenaux nucléaires. Mais sur la Lune, en l'absence d'atmosphère et de champs magnétiques protecteurs, le vent solaire dépose de l'hélium-3 directement dans le régolithe, cette couche de poussière qui recouvre la surface. Les estimations varient entre 650 000 et 3 millions de tonnes d'hélium-3 dans les 3 premiers mètres de profondeur. 1 million de tonnes d'hélium-3, fusionnées dans un réacteur à fusion deutérium-hélium-3, pourrait produire 19 millions de gigawatts-années d'énergie électrique. C'est environ 7 fois la quantité d'énergie projetée pour l'ensemble du XXIe siècle. Gerald Kulczynski, professeur émérite d'ingénierie nucléaire à l'Université du Wisconsin et ancien directeur du Fusion Technology Institute, estime la valeur de l'hélium-3 lunaire à 4 milliards de dollars la tonne. La société Interlune, cofondée par l'astronaute d'Apollo 17, Harrison Schmitt, évalue le kilogramme à 20 millions de dollars pour les applications immédiates en informatique quantique, où l'hélium-3 sert de refroidisseur cryogénique. Sauf que, et c'est un point essentiel pour l'honnêteté de ce documentaire, l'extraction à grande échelle reste un défi considérable. Il faut chauffer le régolithe à environ 700 degrés Celsius pour libérer le gaz, puis le purifier dans des conditions de vide extrêmes. La United States Geological Survey a qualifié l'hélium-3 lunaire de ressource inférée non récupérable au regard des contraintes techniques et économiques actuelles. C'est un potentiel, pas une certitude. En revanche, la glace d'eau est un enjeu plus immédiat. Les cratères en nombre permanente du pôle sud lunaire pourraient contenir jusqu'à 600 millions de tonnes de glace. Cette eau peut être décomposée en oxygène pour la respiration et en hydrogène pour le carburant. Le pôle sud lunaire pourrait devenir une station-service pour les missions vers Mars et au-delà. C'est précisément la raison pour laquelle SpaceX et Blue Origin visent tous les deux cette région. C'est aussi pourquoi la Chine y planifie un atterrissage pour 2026. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes le type de personne qui ne se contente pas des gros titres simplistes. C'est exactement pour ce public que cette chaîne existe. Un abonnement, c'est la certitude de ne pas manquer le prochain documentaire. On continue. Et puis il y a le régolithe lui-même. Le sol lunaire contient du titane, de l'aluminium, du fer en abondance. Ces métaux pourraient servir à construire des bases lunaires directement sur place, sans avoir à transporter des matériaux depuis la Terre. Le concept s'appelle ISRU, pour utilisation des ressources in situ. C'est le saint graal de l'exploration spatiale durable. Chaque kilogramme que vous n'avez pas à lancer depuis la Terre, c'est des milliers de dollars économisés. Maintenant, répondons clairement à la deuxième question. La valeur totale des ressources lunaires est difficile à estimer avec précision. Certains analystes parlent de milliers de milliards de dollars si l'on ne compte que l'hélium-3 exploré. D'autres sont plus prudents et soulignent que le marché lunaire actuel est presque entièrement constitué de contrats NASA. C'est une dépendance à un seul client, un client qui répond au processus budgétaire du Congrès américain. La vérité est entre les deux. La Lune a une valeur stratégique immense, mais cette valeur ne se réalisera que si les coûts de transport continuent de baisser et si les technologies d'extraction sont prouvées. C'est un pari colossal. Mais c'est un pari que des investisseurs privés font en ce moment même avec des sommes croissantes. En 2025, l'investissement privé mondial dans les technologies spatiales a augmenté de 48%, atteignant 12,4 milliards de dollars. Il reste la troisième question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Qui décide des règles du jeu sur la Lune? Le cadre juridique fondamental est le traité de l'espace de 1967. Ce traité, signé en pleine guerre froide, pose un principe clair. Aucun État ne peut revendiquer la souveraineté sur un corps céleste. La Lune appartient à l'humanité tout entière. Personne n'en est propriétaire. Mais le traité a été rédigé à une époque où personne n'imaginait sérieusement exploiter les ressources lunaires. Il ne dit rien de précis sur l'extraction minière. Il interdit l'appropriation du territoire. Mais que se passe-t-il quand une entreprise installe une mine et commence à extraire des matériaux? Est-ce de l'appropriation ou simplement de l'utilisation? C'est précisément dans cette zone grise que les États-Unis ont manœuvré. En 2015, le Congrès américain adopte le Commercial Space Launch Competitiveness Act, qui autorise explicitement les entreprises américaines
à posséder les ressources qu'elles extraient dans l'espace. Puis, en 2020, l'administration Trump lance les accords Artemis. Ce sont des arrangements multilatéraux non contraignants qui établissent un cadre de coopération pour l'exploration lunaire. En janvier 2026, 61 pays les ont signés, dont la France, le Japon, l'Inde, l'Australie et le Canada. Les accords affirment que l'extraction de ressources spatiales ne constitue pas une appropriation nationale au sens du traité de l'espace. Ils prévoient des zones de sécurité autour des opérations lunaires. Et ils exigent la transparence et le partage des données scientifiques. Mais deux pays majeurs n'ont pas signé, la Russie et la Chine. La Russie a qualifié les accords de tentative flagrante de créer un droit spatial international favorable aux États-Unis. L'ancien directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozin, les a comparés à l'OTAN, où les États-Unis commandent et les autres suivent. La Chine, de son côté, a été plus discrète, en partie à cause d'une interdiction légale du Congrès américain empêchant la NASA de coopérer avec les agences chinoises. Mais Pékin n'est pas resté inactif. La Chine et la Russie ont lancé leur propre projet rival, la Station internationale de recherche lunaire, ouverte aux pays du Sud global. Les médias affiliés au gouvernement chinois ont comparé les accords Artemis aux méthodes coloniales européennes d'enclosure des terres. Nous avons donc, en 2026, deux blocs géopolitiques qui se forment autour de la Lune. D'un côté, l'alliance Artemis, menée par les États-Unis avec leurs alliés traditionnels. De l'autre, l'alliance ILRS, menée par la Chine et la Russie. C'est une bifurcation qui rappelle la guerre froide, mais avec des enjeux différents. Il ne s'agit plus de prestige idéologique. Il s'agit du contrôle des ressources lunaires et de l'influence sur la future économie spatiale. Et maintenant que vous comprenez ce cadre juridique, vous mesurez pourquoi la compétition entre SpaceX et Blue Origin dépasse largement le cadre de deux entreprises rivales. Ces deux sociétés ne se battent pas seulement pour des contrats NASA. Elles construisent l'infrastructure de transport qui déterminera qui accède à la Lune, à quel prix et dans quelles conditions. Celui qui contrôle le transport contrôle l'accès. Et celui qui contrôle l'accès contrôle l'économie. Revenons à nos trois questions. La première, comment SpaceX et Blue Origin sont-elles devenues les acteurs centraux du retour sur la Lune? Parce que la NASA a fait un choix stratégique délibéré. Au lieu de construire ses propres véhicules comme à l'époque d'Apollo, elle a externalisé le transport au secteur privé via des contrats à prix fixe. SpaceX a obtenu le premier contrat grâce au rapport qualité-prix le plus compétitif. Blue Origin a persévéré et décroché le sien. Les deux entreprises sont désormais en compétition directe pour la même mission, Artemis 3, la deuxième. Que valent les ressources lunaires? Potentiellement des milliers de milliards, mais avec des incertitudes majeures sur la faisabilité de l'extraction. L'hélium 3 reste un pari sur la fusion nucléaire. La glace d'eau est un enjeu plus concret à court terme. Et le vrai marché immédiat, ce sont les contrats gouvernementaux. La troisième, quel cadre juridique régit tout cela? Un cadre fragmenté et contesté. Les accords Artemis tentent d'établir des normes, mais sans la Chine et la Russie, ils ne couvrent qu'une partie du monde. Le véritable test viendra quand les opérations réelles commenceront sur le terrain lunaire, en particulier au pôle Sud, là où les ressources les plus précieuses se concentrent. Là où SpaceX, Blue Origin et la Chine visent tous les trois. L'histoire de la course à l'espace a toujours été, en réalité, une histoire d'argent et de pouvoir. En 1969, les États-Unis n'ont pas envoyé des astronautes sur la Lune par curiosité scientifique. Ils l'ont fait pour prouver au monde entier la supériorité de leur système économique. 57 ans plus tard, la motivation a changé de visage, mais pas de nature. Ce n'est plus un gouvernement qui finance seul la course. Ce sont des milliardaires qui engagent leur fortune personnelle, des fonds de capital risque qui parient sur des rendements à 15 ans, et des nations qui voient dans la Lune un avantage stratégique comparable au contrôle des routes maritimes au XIXe siècle. La leçon de cette histoire, c'est que la Lune n'est plus un symbole. C'est un actif dont la valeur dépend entièrement de qui construira les routes pour y accéder. SpaceX et Blue Origin ne se battent pas pour planter un drapeau. Elles se battent pour être les compagnies de chemin de fer transcontinental du XXIe siècle. Celles qui ont construit l'Ouest américain ne vendaient pas des trains.
elle vendait l'accès à un territoire. Et c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. La Chine l'a compris. L'Inde l'a compris. Le Japon l'a compris. 61 pays ont signé un cadre juridique pour se positionner. Les investisseurs privés ont injecté 12 milliards de dollars en une seule année. Et 2 hommes, avec 2 fusées et 2 visions du monde, sont au centre de cette transformation. La course spatiale du XXe siècle était idéologique. Celle du XXIe siècle est industrielle. Et comme toute révolution industrielle, elle ne profitera pas à tout le monde de manière égale. La question qui reste ouverte, et c'est la plus importante, c'est de savoir si les règles de cette nouvelle économie seront écrites par ceux qui arrivent en premier ou par l'ensemble de l'humanité. Selon vous, qui devrait décider des règles de l'exploitation lunaire? Les nations les plus puissantes ou la communauté internationale tout entière? Dites-le en commentaire. Si ce documentaire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ce matin, un like aide l'algorithme à le montrer à d'autres personnes curieuses comme vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et en commentaire, dites-moi, pensez-vous que la Lune sera exploitée de manière équitable ou que l'histoire se répétera comme elle l'a toujours fait? On se retrouve très vite pour la suite.